Comment appliquer un bilan énergétique en utilisant la résistance thermique ou comment comprendre les normes énergétiques pour un bâtiment grâce à la notion de résistance thermique RTH égale E sur lambda S. Considérons par exemple un mur de maison dont on va définir la résistance thermique RTH, soit T1 la température à l'intérieur de la maison, T2 la température à l'extérieur, et phi le flux thermique qui va par exemple de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Eh bien on définira la différence de température T1 moins T2 est égale à la résistance thermique fois le flux thermique. On définit finalement une résistance un peu comme en électricité avec la loi d'Ohm, où la différence de potentiel est égale à la résistance électrique fois le flux, qui est ici le courant électrique. On pourra définir de la même manière qu'en électricité une conductance thermique ici, GTH égale l'inverse de la résistance thermique. Il n'est pas alors difficile de montrer que si vous avez deux résistances thermiques en série, par exemple un parpaing puis une plaque isolante, la résistance thermique de l'ensemble sera égale à la somme RTH1 plus RTH2. De même, si vous avez des résistances en parallèle, c'est-à-dire un mur et des fenêtres autour, vous aurez l'inverse de la résistance thermique équivalente égale à la somme des inverses des résistances, ce qui vient à dire que la conductance thermique équivalente est égale à la somme des conductances thermiques du mur et des fenêtres. Comment déterminer la résistance thermique à une dimension et obtenir la formule dont on parlait au début, RTH égale E sur lambda S? Prenons le cas, pour fixer les idées, d'une fenêtre. On suppose que le flux thermique se fait de la gauche vers la droite dans la direction de l'axe OX, soit T1 la température à gauche, T2 la température à l'extérieur, par exemple, de la maison, lambda la conductivité thermique du matériau, et JTH le vecteur densité thermique en X. Et on suppose une isolation latérale, ce qui fait que le flux ne se fait réellement qu'à une dimension. On s'intéresse ici, pour définir une résistance thermique, au régime stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. Par conséquent, la dérivée de la température par rapport à x est égale à 0. Il est facile alors de résoudre cette équation différentielle et d'obtenir que la température en x vaut T1, température en 0, plus T2 moins T1 sur petit e, fois x, où petit e va être la largeur de la fenêtre. Rappelons la loi de Fourier, le vecteur J est égal à moins lambda fois la dérivée de la température par rapport à x, c'est-à-dire ici moins lambda fois T2 moins T1 sur petit e. Il est alors facile d'en déduire le flux, qui n'est rien d'autre que J fois S, ou encore la puissance thermique, c'est-à-dire lambda S sur E facteur de T1 moins T2, et on arrive bien à une relation du type loi d'Ohm, T1 moins T2 égale la résistance thermique fois le flux, ce qui nous permet de définir la résistance thermique comme annoncé sous la forme E sur lambda S. Quel est l'intérêt alors du double vitrage? Considérons ce petit schéma ici. Vous avez donc une fenêtre. Considérez d'abord la lame de verre, puis ensuite la lame d'air, et enfin, de nouveau, une petite épaisseur de verre. Et pour simplifier, on suppose que les trois épaisseurs sont égales à E sur 3. Le tout est en série. Par conséquent, la résistance thermique de l'ensemble, donc de la double vitrage, va être égale à 2 fois la résistance thermique du verre, plus la résistance thermique de l'air, c'est-à-dire E sur 3 fois la section de la fenêtre, fois 2 sur la conductivité du verre, plus l'inverse de la conductivité de l'air. Il est alors facile, en prenant ces valeurs numériques pour la conductivité de l'air, 0,02, celle du verre, 0,8, en watts mètre moins 1, Kelvin moins 1, et en remarquant que la conductivité de verre est 40 fois supérieure à celle de l'air, avec E égale 1 cm et une section d'1 mètre, on voit que la résistance thermique pour le double vitrage vaut 0,75 Kelvin watt moins 1, que l'on peut comparer à la résistance thermique du simple vitrage,
il y a un facteur 15. Ce qui fait que globalement, le flux thermique à travers la fenêtre en double vitrage sera 15 fois plus simple, 15 fois plus petite, pardon, que le flux à travers le simple vitrage. Que se passe-t-il maintenant, par exemple, en symétrie cylindrique? Si vous avez un tuyau rempli d'eau dans un garage, tuyau assez grand, ce qui fait que le transfert thermique va se faire selon le vecteur UR, partant de l'axe du cylindre. Plaçons-nous à une distance petit r de l'axe du cylindre, eh bien le flux va être constant, on se place en régime stationnaire, et le flux peut s'écrire 2πrh, c'est-à-dire la surface latérale du cylindre de rayon petit r et de hauteur h, que multiplie le vecteur j. Ainsi, le vecteur j n'est rien d'autre que le flux thermique sur la surface, considérée 2πrh. Il suffit alors de considérer maintenant la loi de Fourier, qui nous dit que JTH est égal à moins lambda fois la dérivée de la température par rapport à R, et d'intégrer entre les deux rayons, R1 et R2, pour déterminer eh bien, la résistance thermique d'un isolant qui serait dans toute cette partie-là que je assure. Cette résistance thermique vaut donc 1 sur 2π lambda h fois le logarithme népérien du rapport des rayons R2 sur R1. Nous allons faire le même calcul en symétrie sphérique, donc imaginez une sphère de rayon R1, puis une sphère de rayon R2, et tout un isolant situé entre les rayons R1 et R2. De la même manière que tout à l'heure, on se place en régime stationnaire, indépendant du temps. Le flux thermique est alors une constante. Si on se place à une distance petit r du centre, eh bien la surface qu'il faut considérer, c'est la surface de la sphère, de centre O et de rayon petit r, soit 4π petit r au carré. On multiplie par JTH pour avoir la puissance thermique, et on en déduit que JTH est donc égal au flux, une constante, sur 4π r carré. De nouveau, on utilise la loi de Fourier, et on intègre sur le rayon pour en déduire la différence de température, et arriver ainsi à une expression du type loi d'Ohm, et obtenir une résistance thermique pour cet ensemble à symétrie sphérique, 1 sur 4π lambda fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. À vous de jouer maintenant et d'utiliser cette notion de résistance thermique pour déterminer des puissances thermiques nécessaires, par exemple ici pour chauffer un avion. Voilà, donc la question est toute simple. Estimez la puissance P nécessaire au chauffage de l'avion qui apparaît sur cette diapositive. On vous demande évidemment un calcul d'ordre de grandeur. Et on pourra, par exemple, modéliser l'avion par un cylindre de diamètre D, de longueur grand L et recouvert d'un matériau de conductivité lambda et d'épaisseur E, dont vous pourrez regarder les caractéristiques sur Internet.